Jean-Daniel Luty, Gilles Greux, ils sont où? Septième émission d'HER Contour. Aujourd'hui, nous allons parler horlogerie au travers de l'entretien avec deux professeurs HES. Il y aura également des témoignages d'anciens étudiants qui ont fait ce cursus, cette orientation horlogerie du bachelor microtechnique. Et puis, il y aura un vue d'ailleurs, un regard extérieur sur cette formation, ainsi qu'un reportage sur l'Institut de lutte contre la criminalité économique et les 20 ans de boîte. Bienvenue, on se retrouve avec l'entretien. On est donc au Locle en compagnie de Jean-Daniel Luty, professeur en horlogerie, mais aussi responsable de l'orientation horlogère microtechnique. Ça le fait déjà rigoler. Et puis Gilles Greux, professeur en horlogerie, en ingénierie horlogère. On va dire les choses justes. Messieurs, vous connaissez un petit peu le principe de cette émission. Je vais vous poser des questions. Vous allez me répondre ce qui vous vient en premier à l'esprit. Si je vous dis truc ou bidule? Bidule. Plutôt bidule. Petite Glock ou Big Ben? Oh, petite Glock. Swatch ou Casio? Swatch. Bien entendu. 8 heures ou 20 heures? 8 heures. Ah, moi, 20 heures. 20 heures. Bracelet ou gousset? Bracelet. Bracelet. Cadran ou sextant? Moi, c'est cadran. Ah, cadran. La question, Jacques Ségala, pour terminer, vous la connaissez. Est-ce que si on n'a pas une Rolex à son poignet à 50 ans, on a raté sa vie? Ah ben, alors vous avez raté. Moi, j'ai une Audemars. Très bien, messieurs. Merci. On a fait un peu connaissance avec vous. On va parler de cette formation unique en ingénierie horlogère. Cette formation, c'est un bachelor. Rotation horlogère. Expliquez-nous plus en détail, je ne sais pas qui veut prendre la parole à premier, quel est le contenu de cette formation? Alors, le contenu de cette formation, c'est avant tout des bases en microtechnique. Ensuite, viennent sur cette microtechnique les fondements de l'horlogerie, puis peu à peu, tout ce qui est nécessaire à la conception d'une montre, mécanique, électronique et un tout petit peu connectée. On forme à 3 métiers. On forme à ce métier de concepteur horloger, de conceptrice horlogère ou concepteur horloger, et on forme également au métier d'ingénieur de laboratoire, de test, de qualification, d'amélioration continue des produits, de fiabilisation, de robustesse. Et puis le troisième métier, c'est l'industrialisation horlogère. Moi, j'ai envie de vous entendre un petit peu sur vos étudiants. Qui sont-ils, ces étudiants? Quelle prédisposition il faut avoir? Quelle passion, quelle envie pour se lancer dans une formation telle que celle que la Haute École propose? Alors, pour une partie, nos étudiants ils proviennent du système de formation suisse avec un apprentissage et une maturité professionnelle. Pour une autre partie, ils proviennent d'une formation plus académique dispensée par nos voisins en France. Et puis, une dernière petite partie qui vient de la voie gymnasiale, petite partie qui est un peu croissante ces dernières années. Mais ce qu'il faut avant tout être, c'est passionné par l'horlogerie. La passion, elle est nécessaire. Ouais. Bah, c'est tellement beau, l'envie, la passion, ça donne l'intérêt, ça donne l'enthousiasme, puis ça donne la qualité, la curiosité. Quand j'ai quitté mon précédent employeur, il m'a dit « Former des ingénieurs curieux, moi je les engagerai ». Et quelle est l'importance de cette formation pour le monde de l'horlogerie? Qu'est-ce que les étudiants qui terminent leur cursus apportent dans la région, aux entreprises dans lesquelles ils sont engagés? Quelle est leur plus-value, en quelque sorte? Alors, leur plus-value, elle est clairement liée au fait que la formation d'ingénieur HES en microtechnique horlogère, elle est très orientée sur l'exercice de la profession. Donc, ils sont, dans leur formation, déjà très en phase avec ce qu'ils vont devoir faire auprès d'un futur employeur. Et ensuite, les 3 grands métiers pour lesquels on les forme, Gilles les a cités, donc savoir construire une montre, savoir la tester et savoir mettre en œuvre les processus industriels typiquement horlogers. On a une formation professionnalisante.
C'est pas une formation académique, c'est une formation professionnelle. Donc il y a un intérêt pour le tissu industriel local d'engager nos jeunes qui sortent de chez nous parce qu'ils peuvent être utiles directement. Le principe des HES, c'est aussi de travailler avec de la recherche, en partenariat, avec les industriels, et là, dans le monde horloger. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer des interactions que vous avez avec eux? L'ensemble des professeurs travaillent également pour une partie non négligeable de leur temps sur des projets industriels, qui sont souvent des mandats directs, qui nous proviennent de l'industrie, ou parfois des mandats à caractère plus fondamental, qui sont financés par les instances publiques. Mais on fait tous entre 20 et 50% de notre temps sur des projets qui vont se concrétiser dans un horizon de 3 ans au maximum. Souvent, c'est 6 mois, une année. Quelles sont les problématiques sur lesquelles on peut venir demander le coup de main, la connaissance de professeurs HES? On travaille pour tous les grands groupes, on travaille aussi pour des petits horlogers, des groupes plus modestes. Et ça, c'est une chance parce qu'on a une ouverture complète en garantissant évidemment une confidentialité, on respecte tout ça, on sait très bien le faire, on a l'habitude de le faire. Et puis, on travaille aussi avec des consortiums où ils se mettent tous ensemble pour développer des choses, car ils ne désirent pas forcément le faire en interne. Alors, il y a des projets avec des communautés comme l'Association suisse de recherche horlogère ou bien Archem pour tout ce qui est microtechnique, voilà, où on développe des choses en commun pour des nouveaux matériaux qui respectent des nouvelles normes, où il n'y a plus de plomb, il n'y a plus de beryllium, il y a voilà, toutes ces choses, on ne veut plus de nickel. Donc on améliore, on accélère les connaissances pour pouvoir mettre en production plus rapidement, ça c'est une chose. Et puis il y a aussi la multiplicité des domaines de compétences liés au groupe qu'on est, font que les horlogers ou les partenaires industriels microtechniques viennent chez nous parce que tout d'un coup ils ont besoin d'une expertise ou de plusieurs expertises ou d'une opinion un peu extérieure pour analyser est-ce qu'il y a un problème vibratoire sur une machine, sur un mouvement horloger ou des choses comme ça. On peut aussi amener des sources de financement étatiques, ce qui est aussi bien pour des petites entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de développer eux-mêmes des choses. Et puis pour nous, c'est très intéressant cet échange parce que ça permet pour l'enseignement de garder les pieds ancrés dans une réalité industrielle et donc de former des jeunes qui seront adéquats aux besoins actuels et futurs de ces industries. C'est là où je voulais vous entendre effectivement, toute cette recherche, eh bien, on l'utilise aussi dans le développement des étudiants et dans leur cursus. Il y a même une partie où on intègre nos étudiants dans ces travaux avec l'accord de l'industriel en question. Le travail final de fin d'études, ce qu'on appelle le travail de bachelor, souvent est directement en lien avec un industriel qui profite de cette opportunité aussi pour tester un jeune si d'aventure il a l'occasion éventuellement de l'engager par la suite. Très bien, messieurs. Moi, je vous remercie pour ces quelques mots. On en sait un petit peu plus. Et puis, vous savez quoi? Les étudiants, bien, on va aussi les écouter parce qu'ils vont témoigner. J'ai commencé mes études en France avec un bachelor en sciences de l'ingénieur. Ensuite, j'ai fait une première année d'école d'ingénieur à l'UTBM, donc Université technologique Belfort-Montbéliard. On m'a parlé d'un double diplôme, donc France-Suisse. Je me suis inscrite, c'était assez sélectif. Il y avait très peu de place. Il tourne là, mon truc. Nous, on avait beaucoup d'avance dans tout ce qui était maths, physique, tout ce qui est calcul, vraiment le scientifique pur. Et beaucoup plus de retard, tout ce qui est calcul mécanique, du coup les introductions à l'horlogerie, comme nous, on n'a vraiment pas du tout de base. Moi, j'ai trouvé que vraiment les études en Suisse, c'est des plus petites classes, 20 étudiants grand maximum. On a le prof qui est toujours là pour nous. Si on a une question, on peut revenir. On envoie des mails, les profs répondent le samedi, le dimanche. Alors après l'obtention de mon bachelor en microtechnique horlogère, je voulais continuer les études. On m'a parlé du master à la HESSO, qui avait plusieurs domaines. Moi, j'ai choisi le domaine en microtechnique pour la continuité de mon bachelor en microtechnique horlogère. J'ai entendu que c'était possible de faire le master en plein temps et en temps partiel.
Et avec le temps partiel, la HEARC offrait l'opportunité d'ouvrir un poste d'assistant de recherche. On avait 50% du temps où on allait en cours au master continuer nos études et 50% du temps où on était assistant de recherche, donc mandaté par des entreprises extérieures en lien avec l'horlogerie pour ma part, au sein de la HEARC pour encore développer nos connaissances plus pratiques avec technique en études. Le but ultime, ce serait de partir quelques années en entreprise pour pouvoir continuer d'enrichir les connaissances et pourquoi pas en fin de carrière venir enseigner. Merci. Alors, mon bachelor en microtechnique horlogère, je l'ai réalisé sur un cursus de 3 ans. Et ce bachelor il a vraiment permis de développer les différentes capacités qu'un ingénieur doit posséder pour ensuite aller travailler en entreprise. La première année, c'est beaucoup des bases scientifiques avec des mathématiques, des matériaux, de la physique. Et ensuite, à partir de la 2e année et la 3e année, on va beaucoup s'orienter sur la partie métier et sur la partie mesure et pratique. J'ai décidé de poursuivre mes études par un master afin d'approfondir mes connaissances dans tout ce qui est les nouvelles technologies associées à l'horlogerie. Le bachelor, il est très basé sur l'horlogerie traditionnelle, alors que le master il va nous permettre d'ouvrir de nouvelles portes sur des nouvelles technologies et de pouvoir les utiliser dans notre domaine horloger et de mettre en place de l'innovation dans ce secteur. L'horlogerie, elle se veut traditionnelle, mais elle se doit d'être innovante afin de pouvoir persister dans le temps en fait et se renouveler afin de ne pas s'endormir sur ses lauriers. On se retrouve ici à Colombier chez Patrick Concept SA avec le directeur Thierry Favre. Bonjour. Bonjour. On va parler avec vous des liens de l'industrie avec la Haute École Arc Ingénierie. Tout d'abord, quand même, quelques mots, il y a des machines ici derrière. Qu'est-ce que vous faites dans votre entreprise? Les machines qu'on fait répondent à des besoins. On fait à peu près un tiers de l'horlogerie, un tiers de medtech pharma et un tiers de l'alimentaire. On conçoit, on fabrique, on monte, on met en service des machines qui n'existent pas sur le marché pour répondre aux besoins du client et de l'industrie. En tant qu'industriel, neuchâtelois, donc de la région, quelle relation vous avez avec cette haute école qu'est la nôtre? Alors, premièrement, on en a besoin, la HEARC, c'est clair, parce que parmi nos 35 collaborateurs, on a environ 60% d'ingénieurs ou de techniciens, que ce soit en soft, électrique ou conception mécanique. Et on ne peut pas toujours dire l'école ne forme pas ce qu'on a besoin si on ne se met pas à son écoute. Et on remarque quand même que depuis déjà plusieurs années, l'école fait un énorme effort pour déjà recruter des enseignants qui ont été dans l'industrie, qui comprennent la problématique, et aussi pour venir nous visiter. Je peux donner un conseil aux entreprises, c'est d'aller vers l'école et de les inviter. C'est clair, ça demande un peu d'énergie, mais on est dans une région, puis on doit absolument travailler pour le rayonnement de notre région avec la HEARC. Parmi vos enfants, il y en a 2 qui ont fait la Haute École Arc, qui ont donc leur bachelor. Comment est-ce que vous avez vécu, vous, leur formation à la Haute École Arc Ingénierie? Alors, le premier, il y a environ 8 ans qu'il a terminé. Il a fait un bachelor et un master en système embarqué. Alors, c'est clair, on échange et je peux dire quand même que la grande majorité des enseignants est motivée et a réussi à travailler en équipe. C'est plus le prof et l'élève. Le dernier vient de terminer. Après avoir fait polymécanicien, il a dit moi, je me lance dans les études. Je fais un bachelor en mécanique, conception mécanique. Et là aussi, on a trouvé que dans tous les travaux qu'ils ont, notamment les travaux de bachelor, c'est fait avec des industries de l'arc jurassien. Et ça, c'est vraiment super. Notre fils a été motivé parce qu'il a trouvé une entreprise et il a pu faire quelque chose de concret avec cette entreprise. Et il était très bien suivi aussi par les enseignants. Pas trop proches, il les laisse libres, mais ils ont quand même un œil dessus. C'était vraiment, il a fait ça avec grand plaisir. Je vous remercie beaucoup, M. Favre, pour ces 2 regards différents que vous avez livrés sur l'école dans cette rubrique Vue d'ailleurs. Nous, eh bien, on va poursuivre avec un reportage sur l'Institut de lutte contre la criminalité économique. Je me souviendrai toujours, la première fois, on est arrivé à Abidjan.
J'étais avec une collaboratrice de l'Institut et on est à la recherche justement de cybercriminels pour les interviewer. Et dans le taxi entre l'aéroport et puis notre hébergement, on a commencé à en discuter avec le chauffeur de taxi. Le chauffeur de taxi nous a dit « J'ai un cousin qui fait ça ». On touche à peu près tout ce qui touche la criminalité économique. Ça peut aller de la corruption à la fraude fiscale, mais également, depuis plusieurs années aussi, la cybercriminalité, qui est une forme de criminalité économique qui s'est transposée dans le digital. On a des juristes, des criminologues, mais aussi des personnes plus du côté technique, et on collabore aussi avec des informaticiens, justement pour pouvoir répondre à tous les besoins de nos projets et de nos missions d'enseignement. On va vraiment s'intéresser à regarder des annonces qui sont publiées sur des plateformes en ligne. Ensuite, donc ça peut être Anne-Lise, Ricardo. Le métavers, un phénomène en expansion, un univers virtuel immersif où on peut créer sa propre vie dans le métavers. Il y a une criminalité qu'on appelle le métacrime, qui serait une criminalité plus propice à se réaliser dans le métavers, notamment des personnes qui portent plainte pour viol dans le métavers, donc à distance, mais quand même qu'elles subissent, et certains psychologues ont jugé qu'il y avait eu infraction. D'autres, c'est des vols de propriété tout simplement, ou du harcèlement. Dès qu'on est dans le domaine cyber, on a ces dangers-là. La criminalité économique et la cybercriminalité n'ont plus de frontières de nos jours, donc pour nous c'est très important déjà de voir ce qui se passe ailleurs, et puis aussi d'être en contact avec des réalités dans des autres pays. Donc aussi de collaborer avec des institutions, des organismes, des universités dans des autres pays. L'un des phénomènes où on travaille beaucoup, c'est celui des escroqueries en ligne. On s'est rendu à 2 reprises pendant des séjours d'études de 2 mois en Côte d'Ivoire, à Abidjan, où on a interviewé des cybercriminels qui font ce type d'arnaque. Et on a pu en apprendre davantage sur leur mode opératoire, les stratégies de blanchiment d'argent, etc. Ce qui nous permet en fait de revenir ici en Suisse avec un bagage qui est unique, qui est celui de connaissances qu'on a développées sur le terrain et évidemment qu'on partage avec les entités qui sont amenées à travailler de près ou de loin dans la lutte contre la criminalité en ligne qui viennent de ces régions. On a participé à une conférence internationale en France où nous, on a amené la thématique des cyberattaques en Suisse avec les problèmes qu'on a nous en Suisse, et on a pu se confronter avec les problèmes que des autres personnes, des autres institutions ont dans leur pays. Donc de comparer, d'échanger des informations, ça c'est aussi essentiel dans notre domaine. Il y a peut-être des spécificités qu'on pourrait enquêter, qu'on pourrait donner des moyens, des outils d'aide à la population, aux utilisateurs, aux clients, même à ces plateformes, comment se protéger de ce métacrime. Certains ont des idées de police cantonale ou police dans le métavers, ou d'instances qui permettraient de récolter des plaintes, comment les moyens de preuve, parce que plusieurs outils sont utilisés, que ce soit des casques de réalité augmentée, réalité virtuelle, des gants, des fois des plateformes. Tout ça collecte des données dans les interactions, et comment on peut obtenir ces données, qu'est-ce qui est pertinent pour une enquête pénale, pour justement arriver à un jugement ou à défendre un cas, que ce soit une escroquerie, une arnaque, et j'en passe. On a été mandaté par l'OSAV, qui est l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires en Suisse. C'est un projet qui consiste à aider finalement l'OSAV à enquêter sur ce phénomène qui est donc le commerce illicite d'espèces protégées en ligne. Quand on parle d'animaux, on va s'intéresser surtout aux amphibiens, par exemple des petites grenouilles. On va chercher s'il y a ce type de grenouille qui est vendu illicitement sur des plateformes en ligne. Et les plantes, alors on peut s'intéresser par exemple aux orchidées qui sont également très vendues sur ces plateformes. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'annonces qui sont finalement publiées illégalement, donc ça peut être une intention mal intentionnée des vendeurs, ou alors simplement ils ne connaissent pas la loi en Suisse. L'opinion publique se forme beaucoup sur les médias, sur ce qu'on voit à la télévision, au cinéma. Et c'est vrai que la réalité est souvent différente, donc c'est très important de faire de l'information, de faire de la sensibilisation. Et c'est aussi ce qu'on essaye de faire, surtout dans les phases finales de nos projets, c'est d'amener ces informations vers la presse, vers les médias. L'Institut de lutte contre la criminalité économique est ancré dans la Haute École de Gestion, la Haute École Arc et donc la HESSO, qui se veut en fait un réseau de hautes écoles axées sur le terrain. Une des grosses forces de l'ILCE justement, c'est d'être près du terrain, que ce soit tant au niveau de la formation que de la recherche. Ah oui, non, ça a été très vite. Très vite. 20 ans ont passé très vite.
Ce qui me fait dire ça, c'est que ma fille a quasi l'âge de la Haute École Arc. Et puis de gérer les choses en parallèle, à savoir ma vie professionnelle ici, ma vie de maman d'une athlète, c'est vrai que c'était très... voilà, ça a passé très vite, j'ai été très occupée. Moi, je viens des soins, j'ai changé tous les 5 ans à peu près dans les soins. Mais là, c'est vraiment quelque chose qui change aussi tous les 5 ans. Les programmes, ils changent tous les 5 ans, les étudiants changent, les collègues changent. Maintenant, on a beaucoup d'intergénérationnalité, je peux dire, puisque je suis un vieux dinosaure, et puis qu'on a des tout jeunes qui commencent comme enseignants. Ça, c'est super en même temps. Je trouve que ça fait la richesse et toutes les compétences, tout le potentiel qu'il y a ici à la Haute École Arc. L'évolution scientifique de la profession, l'évolution au niveau technologique vraiment de l'enseignement, l'évolution psychosociétale des étudiants, un rapport différent au travail, un rapport différent à l'apprentissage, ni en bien ni en mal. Hein. C'est pas connoté. Avant, ils apprenaient parce qu'ils étaient dans leur lignée scolaire, tandis que maintenant, il faut qu'ils trouvent du sens et qu'ils puissent se projeter dans une profession qui est compliquée, difficile, avec des conditions de travail difficiles. En tout cas, dans notre domaine, hein, au niveau de la santé. Je suis très maladroite, j'ai pas le sens de l'orientation. Quand j'arrive en haut d'un escalier, je dis où c'est que je dois aller, c'est où ma salle. Heureusement, c'est marqué sur les murs. Mais je suis quelqu'un qui fait rire parce que j'aime bien l'autodérision aussi. Avec le recul, je trouve qu'on a fait quand même de l'avance au niveau de ce qu'on propose aux étudiants comme type d'enseignement, type d'activité, d'être toujours en lien avec l'actualité aussi. Ça, voilà, je trouve que ça a été bien durant... Et ça a évolué depuis le début de la Haute École Arc. Ainsi se termine ce spécial horlogerie. On se donne rendez-vous dans un mois pour les 20 ans de la Haute École Arc.